Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous présente 4 livres de développement personnel. Donc ce ne sont pas des romans. C'est sûr que c'est un sujet un petit peu plus délicat, je trouve, parce que il y a beaucoup d'opinions opposées sur le sujet. Un livre de développement personnel ne fonctionne pas pour tout le monde nécessairement. Il y a certains qui vont adorer un livre, d'autres vont vraiment pas être en accord avec les propos dit dans le livre en tant que tel. Mais dans le fond, moi, je vous présente simplement ceux qui m'ont soit aidé, soit ouvert les yeux, soit inspiré à faire les choses différemment. C'est sûr que quand on lit un livre de développement personnel, il faut être prêt à être confronté dans ses idées. Un livre de développement personnel n'est pas là pour justement nous conforter dans ce qu'on croit être la réponse. Justement, c'est là pour nous donner d'autres pistes, nous contredire un peu, mais que ça fasse son chemin, puis que tranquillement pas vite, on fasse qu'on améliore notre vie. Bref. Aussi, selon moi, un livre philosophique et un livre de développement personnel, c'est pas du tout la même chose. Quand je lis un livre philosophique, je m'attends à une idée peut-être un petit peu plus approfondie, avec des façons un petit peu plus artistiques de le présenter, qui vont laisser au lecteur la possibilité d'en faire sa propre idée. Un livre de développement personnel, c'est souvent un petit peu plus simple dans l'écriture, c'est très épuré pour qu'on comprenne le message. Il y a certains livres qui sont un petit peu moins tranchés dans ce qu'ils présentent, mais reste que c'est une idée, c'est un message, puis dans le fond, il n'y a pas vraiment place à la subjectivité autant que dans un livre philosophique, à mon avis. Donc aujourd'hui, je vous présente des livres que j'ai lus dans les 3 dernières années, simplement parce que, justement, il y a 3 ans, j'ai vécu quelque chose d'un petit peu plus difficile. Puis par la suite, j'ai lu un petit peu plus de livres de développement personnel. Et je me sentirais pas nécessairement à l'aise de proposer un livre que j'ai lu il y a longtemps, parce que je crois que notre évolution va vite et que peut-être que je serais plus nécessairement en accord avec ce que le livre propose. Puis aussi parce que ces livres-là m'ont aidé dans une période difficile. Donc, je crois que c'est un petit peu plus approprié qu'un livre que tu as lu quand t'as pas nécessairement vécu quelque chose de difficile. Bref, en tout cas, je sais pas si je fais du sens, mais... donc le premier livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu justement il y a environ 3 ans, dans une période un petit peu plus difficile. Un livre qui a plus rapport avec le côté émotionnel. C'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau est québécoise, et puis c'est l'auteur du livre Écoute ton corps, qui est très populaire non seulement ici, mais ailleurs dans le monde. Donc le livre a été écrit en français, il a été publié en l'an 2000, mais cette édition-là, je crois, date de 2013, avant c'était juste le grand livre. Je sais qu'il y a une suite à ce livre-là, c'est La guérison des 5 blessures, que je n'ai pas lu mais que je compte lire. Donc c'est un livre assez détaillé qui présente énormément d'exemples, énormément de descriptions, d'images même. C'est très catégorisé. Je le vois comme un outil plutôt qu'un propos vraiment comme bien nuancé, bien appliqué à la vie de tous les jours, je dirais. Dans le fond, dans Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Lise Bourbeau nous présente, selon elle, les 5 blessures de l'être humain, dans le fond, dans son cheminement, qui vont être associées souvent à un événement plus de l'enfance. Mais cette blessure-là va nous suivre au courant de notre vie, puis on va toujours vivre des événements, Bref, on va toujours vivre des événements qui vont toujours être en rapport avec cette blessure-là, tant aussi longtemps qu'on n'a pas appris à la guérir, à la gérer, à l'accepter aussi et à se pardonner. Les 5 blessures présentées par Lise Bourbeau, c'est
le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc, le livre est séparé en 5 segments qui sont les 5 blessures. Il y a une petite introduction aussi au début pour expliquer un petit peu son propos. Et puis, dans le fond, Lise Bourbeau va proposer que pour chaque blessure, je m'excuse du bruit, pour les 5 blessures, il va y avoir des caractéristiques physiques d'un individu, des caractéristiques émotionnelles et mentales. Et puis, elle va présenter le masque que la personne ayant une blessure X va mettre quand elle est blessée ou quand sa blessure est ravivée. Ce qui est particulier de cette lecture-là, c'est que automatiquement, on reconnaît des gens. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que c'est un livre qui est très catégorisé. Alors que dans la vie, on peut avoir plusieurs blessures, ça peut être nuancé, ça peut être à différents moments de notre vie. Et c'est aussi pour ça que, justement, on change d'apparence. Il y a certains traits qui vont devenir plus proéminents avec le temps, où on va changer notre posture, on va changer nos habitudes. Donc, je trouve que ça fait du sens. Pour ce qui est du rejet, le masque de la personne qui a vécu la blessure du rejet est le fuyant. Cette blessure-là est vécue avec le parent du même sexe. Et puis, ce que la personne ayant vécu le rejet a le plus peur, c'est la peur de la panique. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'abandon, la personne, quand elle porte son masque, c'est le dépendant. L'abandon est vécu avec le parent du sexe opposé, principalement. Et la personne qui a vécu de l'abandon a peur de la solitude. Ensuite de ça, la blessure de l'humiliation. La personne qui a vécu la blessure de l'humiliation va porter le masque du masochiste. Souvent, ça va être vécu avec la mère ou le parent qui s'est occupé du développement de l'enfant, dans le fond, pendant son très jeune âge. Et puis, la personne masochiste a peur de la liberté. La personne qui a vécu la blessure de la trahison est une personne qui va porter le masque du contrôlant. La trahison est vécue avec le parent du sexe opposé. Et puis, la personne qui a vécu la blessure de trahison a peur de la dissociation, de la séparation. Et la personne qui a vécu la blessure de l'injustice porte le masque du rigide. Il va vivre sa blessure avec son parent du même sexe et a peur de la froideur des gens. Rapidement dans la lecture, on voit à quel point chaque personne, son masque, c'est pas toujours joli, on le porte pas toujours, bien évidemment, on le porte quand on est blessé. Mais ça nous permet de mettre des mots sur des émotions des fois qu'on ressent, ou ça nous met d'en face littéralement des comportements qu'on a puis qu'on veut vraiment pas avoir. Moi, pour ma part, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des comportements que j'avais, puis ça m'a porté à les observer plus souvent, donc à essayer justement de les diminuer d'une certaine manière. Dans ce livre, Lise Bourbeau quand même mentionne que la blessure, même si elle est vécue avec un parent, parce que quand on est enfant, les seuls humains avec qui on interagit, c'est les parents, sauf les frères et sœurs, mais encore là, c'est souvent des enfants, donc... mais encore là, ça serait intéressant de voir. Mais c'est pas pour blâmer le parent, c'est vraiment pas ce genre de propos-là. C'est un propos qui est plus par rapport à... On va vivre cette blessure-là souvent avec ce parent-là, puis on va intérioriser des comportements ou intérioriser des croyances. Mais c'est pas de la faute du parent, c'est simplement notre façon à nous qu'on a pris de traiter l'information, de se protéger ou d'essayer de comprendre un comportement. Mais c'est pas du tout de la faute du parent. Puis souvent, ce parent-là a vécu la même chose avec son parent. T'sais, souvent, on porte la blessure de nos parents. Donc, on se joue tous la même blessure pour évoluer. Je tiens à préciser que Lise Bourbeau croit aux réincarnations. Elle croit aux vies antérieures. Elle croit qu'on a choisi nos parents. Elle croit qu'on est ici dans le but de vivre une blessure et de la guérir. Ce propos-là peut parfois blesser certaines personnes, ça confronte avec une certaine idée. Pour ma part, j'ai aucun problème avec ça. Je suis une personne qui n'a pas énormément
Ben, c'est pas que j'ai pas d'opinion, mais j'ai pas d'idée arrêtée sur quoi que ce soit. Dans mon processus de vie, j'essaie d'être le plus ouvert possible à toutes les idées. De mes expériences à moi, je crois sincèrement que j'ai choisi mes parents, que j'ai choisi ce qui m'arrive, que j'ai choisi, par exemple, de vivre la blessure de trahison d'abord et avant tout, mais aussi la blessure de l'injustice, la blessure de l'abandon. Donc, je pense que une fois que ça s'est fait, on a plus facilité à pardonner aux gens autour de nous, mais aussi à se pardonner soi-même, parce que tu commences par là. Je trouve que ce livre-là est un outil pour essayer de comprendre soi-même, pour se comprendre soi-même, mais pour comprendre aussi notre environnement. Des fois, il y a des gens dans notre famille qu'on comprend pas leur réaction ou les choses subites qu'ils font. Puis ça permet de les comprendre un petit peu plus, puis de les accepter comme ils sont. J'ai aussi entendu dire qu'il y a 2 nouvelles blessures et qu'il y aurait des blessures combinées. J'ai pas lu vraiment beaucoup là-dessus, mais il y en a certains qui voudraient ajouter des éléments pour compléter le propos. Mais je crois que déjà à la base, c'est un bon livre pour faire son introspection. Être honnête avec soi-même, parce que le livre est pas moralisateur, elle l'explique, est très objective avec ça. Elle nous dit, tu sais, si tu fais ça, c'est correct, t'as le droit de le faire, c'est juste, est-ce que tu veux vivre dans ce sentiment-là négatif toute ta vie? Non. Donc, tu sais, essaie d'être un petit peu plus conscient de ce que tu fais dans la vie. Moi, j'ai été confrontée, mais ça a fait son chemin, puis je me suis dit, ok, ouais, c'est vrai que je suis de même, c'est vrai que je fais ça quand je suis blessée, je vais essayer d'être moins comme ça, tu sais. Donc, outil vraiment intéressant, puis que je recommande à tout le monde, vraiment, n'importe qui. Parce qu'on est tous des parents, puis des choses qui reviennent assez souvent, des genres de patterns qui reviennent dans notre vie. Et je pense que c'est important de ne pas arrêter son idée sur ben non, on a juste une vie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas rien, fait que pourquoi je dirais un livre sur les vies antérieures? C'est pas un livre de vie antérieure, c'est juste qu'elle base son propos sur ça. Elle introduit son propos avec ça, mais je pense que ça fonctionne même si on ne croit pas aux vies antérieures. Pour le 2e livre, c'est un livre sur les relations humaines, sur les relations amoureuses, mais sur les relations en général. C'est La maîtrise de l'amour de Miguel Ruiz. Ça a été écrit en anglais tout d'abord. Il est né au Mexique, il a grandi au Mexique, mais il vit aux États-Unis maintenant, de ce que j'ai compris. Ça a été publié en 1999. L'auteur étudiait en médecine pour devenir chirurgien quand il a fait l'expérience de mort imminente. Après cet événement dans sa vie, il a décidé de se tourner vers la tradition toltèque du Mexique, dans le fond, de ses origines, de ses ancêtres, et essayer de comprendre un peu le sens de la vie et de se questionner sur les questions fondamentales. Ça fait beaucoup de questions. Donc voilà. Son grand-père était chaman et sa mère était guérisseuse. Dans ce livre, l'auteur visite justement la thématique des relations amoureuses, mais ça s'étend aussi aux relations humaines en général. Il va beaucoup parler de la peur, qui est l'opposé de l'amour, et expliquer un peu comment la peur va venir intoxiquer nos relations humaines. Il fonctionne avec beaucoup d'images, beaucoup d'allégories ou de métaphores. Il illustre son propos avec des exemples pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il veut dire. Il parle aussi beaucoup du pardon. C'est une lecture qui est facile, ça se fait bien justement. C'est, selon moi, une façon d'expliquer qui est très simple. Là, des petites histoires, bon, un petit peu simpliste, mais c'est justement pour que le propos passe et qu'il n'y ait pas 150 000 interprétations de l'histoire. C'est vraiment une petite fable avec une petite morale à la fin. Puis ensuite de ça, ben, il élabore son propos. Ce livre-là redonne le pouvoir au lecteur d'avoir des relations humaines qui sont saines. Il explique
que le bonheur dans une relation repose seulement sur la personne concernée. Tu sais, comme mon bonheur dans mon couple repose sur moi, c'est pas sur mon partenaire. Et que c'est injuste de demander à quelqu'un de nous procurer ce bonheur-là qu'on a besoin. Il te redonne le pouvoir d'être heureux, d'être comblé. Pour moi, il a démystifié aussi l'infidélité, qui était un sujet auquel je me suis intéressée il n'y a pas si longtemps, et puis que j'avais vraiment besoin d'explications, de mots à mettre sur ça. On n'en parle pas, c'est tabou l'infidélité. Et pourtant, moi, je voulais simplement avoir des explications, avoir une certaine vision sur pourquoi les gens sont infidèles ou tout ça. Ça l'a démystifié. Dans ma tête, c'est moins mystérieux, c'est moins la tentation, pis tout ça, là. Bof, vraiment, là, avec ce livre-là, ça me l'a démystifié en très peu de points. Ça nous apprend à maîtriser qui on est vraiment, apprendre à se connaître soi-même avant d'être dans une relation amoureuse, une relation émotionnelle avec quelqu'un, puis de comprendre que notre malheur nous appartient, qu'il n'y a que nous qui sommes responsables si le malheur, on le rumine ou non. Ça nous enlève aussi le sentiment de victimisation qu'on peut avoir parfois quand on est blessé. C'est un livre qui prône le 100% responsable qu'on appelle. Je sais que ça choque beaucoup de gens. C'est confrontant, mais que veux-tu? Hein? C'est ça la vie. Et c'est pas moralisateur du tout. L'auteur est très compréhensif, il est très... il est là pour nous, tu sais, on sent qu'il veut vraiment nous aider, nous faire comprendre quelque chose, puis qu'il nous comprend, qu'il l'a vécu, puis que c'est complètement humain aussi d'avoir des difficultés au niveau des relations humaines. Miguel Rios a aussi écrit les quatre accords Toltec, qui est un livre de renom en ce qui est du développement de soi. Je l'ai pas lu, mais je connais un peu ses bases. J'aimerais ça le lire éventuellement. Et puis, à ça, il a ajouté le 5e accord Toltec, qui est un autre livre, que je sais pas s'il est aussi exceptionnel que les quatre accords Toltec, mais bref. C'est intéressant aussi d'avoir ce regard-là sur la tradition Toltec, la sagesse de ses ancêtres et de comprendre un peu cette tradition. Donc, livre très intéressant qui survole beaucoup de points. Oui, je viens de tasser mes cheveux avec mon livre. Donc, le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est pas par rapport aux relations humaines, au développement de soi en tant que tel, mais ça a un rapport assez près. C'est sur la créativité. C'est comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre, d'Elizabeth Gilbert, qui est l'auteure de Mange Prix M, succès mondial. Donc, ça a été écrit en anglais tout d'abord et publié en 2015, donc c'est très récent, aux États-Unis. C'est un livre qui parle de la créativité, oui, bien sûr, de sa vision un peu nouvelle sur les idées créatrices, sur le processus de création, sur comment vivre sa créativité de façon saine. C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre inspirant, ça nous donne le goût de faire des projets, de replonger dans notre créativité. Pour les gens qui sont comme ça de nature, c'est comme de se dire « Ah oui, j'en ai tellement besoin d'être créative, comme je vais recommencer à en faire, des petites créations, des petits trucs. » Mais pour les gens qui se croient pas créatifs, c'est comme aussi une porte vers comment découvrir sa créativité et à quel point tout dans la vie est créatif. Ça n'a pas juste rapport avec l'art. Donc, ça ouvre une porte pour les gens peut-être qui aimeraient être créatifs ou bref, qui aimeraient travailler cette notion d'eux-mêmes. Je trouve l'idée originale, la façon qu'elle présente les idées qui voyagent, la façon saine de voir la créativité, les idées, les projets. C'est très original, c'est très frais. C'est facile à lire, il y a beaucoup de petites histoires, de petites anecdotes. Donc, c'est vraiment une lecture qui fait du bien. Ce livre-là aussi permet de se défaire de certains blocages mentaux qu'on peut avoir.
des blocages mentaux, soit à travers des échecs ou par la peur d'oser de faire quelque chose. Elizabeth Gilbert prône aussi de laisser couler l'inspiration, de ne pas en faire un élément de stress dans sa vie, comme par exemple les gens qui ne vivent que de leur art, par exemple les auteurs ou les musiciens ou tout ça. Comment vivre sainement le fait que notre créativité nous rapporte de l'argent. C'est sûr qu'Elisabeth écrit sur la confiance en soi, sur l'épanouissement de soi, sur la création dans chaque petite chose. Mais son propos, c'est que la créativité ne devrait pas faire mal, elle ne devrait pas être une source de stress. Et il y a aussi quelques passages qui sont un peu plus autobiographiques, qui sont un peu plus ce qui l'a fait devenir connu. C'est que dans le fond, elle va un petit peu se confier sur l'après de son succès avec Mange Prix Aime. Puis elle va un peu nous parler de sa vie en général, donc avec des petites parcelles d'autobiographie à l'intérieur. Mais bref, je trouve que c'est un livre qui fait du bien puis qui nous pousse dans la bonne direction pour oser, pour entreprendre, pour juste se faire du bien aussi. Puis comme quoi la création, c'est pas juste pour les gens qui font de l'argent à créer, c'est aussi pour tous les êtres humains parce que c'est quelque chose qui est très humain de créer. Et puis elle, dans le fond, elle encourage tout le monde à le faire, même quand c'est juste pour se faire du bien sans trop y penser. Le dernier livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, je ne l'ai pas avec moi. Dans le fond, je l'ai prêté à quelqu'un de ma famille parce que, bien évidemment, je consomme énormément de livres, mais je les prête quand je sens que ça pourrait aider quelqu'un. Donc, j'ai le deuxième ici avec moi pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la couverture. C'est You Are a Badass de Jen Sincero. Ça ressemble un peu à ce livre-là, c'est juste qu'il est jaune. C'est genre You Are a Badass. Mais lui, je l'ai pas terminé, là, je suis rendue à la moitié. C'est le genre de lecture que j'aime faire à travers les romans parce que juste lire ça, je trouve que ça devient beaucoup d'informations, on n'a pas le temps de la traiter autant. Donc j'aime y revenir ou le lire plusieurs fois. C'est mon genre de lecture quand il vient le temps de lire un livre de développement personnel parce que si je suis trop là-dedans, j'ai juste besoin d'une fiction, j'ai juste besoin de m'évader. Donc voilà. Mais You Are a Badass, je l'ai lu tout seul et je l'ai lu assez rapidement parce que c'est une lecture facile, il n'y a pas 150 000 idées non plus, c'est vraiment un fleuve tranquille par rapport à la lecture. Ça a été écrit en anglais et je crois qu'il n'y a pas encore de traduction française. Je m'excuse, ma caméra fait des siennes, elle a coupé. Donc, je vais essayer de revenir où j'étais quand ça l'a coupé. Je disais donc que je l'ai lu en anglais à cause que je crois en fait qu'il n'y a pas de version française de ce livre-là encore. Pourtant, ça a été écrit en 2013, donc, et ça a été un grand succès. Donc, je crois qu'il va y avoir une version française bientôt, jamais je ne créerai. Donc, j'espère qu'il va y avoir une version française bientôt. Sinon, moi, je l'ai lu en anglais et j'ai peu de difficultés avec. Je lis parfois en anglais, pas très souvent, mais c'est un langage qui est familier. Il y a certains moments où, justement, l'auteur joue avec sa langue, joue avec la langue, c'est mieux. Dans le fond, elle va des fois mal écrire un mot pour comme recréer un accent ou recréer ce qu'on va dire dans la vraie vie, là. Plus phonétique, voilà, c'est ce que je cherchais. Mais quand même, c'est une lecture qui est facile, donc je crois que même pour les gens qui ont une base en anglais, ça serait simple de le lire. Puis il y a quelques mots que j'ai cherchés par pure curiosité. Je veux mentionner, dans le fond, c'est un livre sur le développement personnel. C'est un livre de motivation qui veut qu'on prenne notre vie en main, qui veut qu'on ose dans la vie, qu'on entreprenne nos projets. C'est très... c'est de la motivation, là. C'est comme un coach de vie. Mais je tiens à préciser qu'il y a certains éléments qui sont un peu plus spirituels dans le livre. J'ai de la misère avec ça. J'ai lu des critiques comme quoi les gens n'étaient pas d'accord avec le fait qu'elle parle de l'univers ou de la vie, le Dieu, tu sais,
Elle est comme, ben, choisis ton mot, tu sais, insère-le là, puis voilà, ta croyance, puis voilà. Mais encore, ça choque du monde. Je comprends pas trop pourquoi. Je trouve que c'est un beau message, tu sais, elle est tout le temps en train de dire, tu sais, la vie t'aime, tu comprends même pas comment elle t'aime, puis qu'elle veut que tu réussisses. Fais juste oser, la vie est là, puis elle te back, tu sais. Donc, il y a des éléments spirituels. Elle lit des auteurs qui ont des propos un peu plus ésotériques, mais le roman en soi n'est pas ésotérique, mais pas du tout, là. Sinon, vous seriez surpris de ce qu'on peut lire. C'est une façon créative d'écrire, c'est une façon très... on dirait qu'on est face à l'auteur, on dirait qu'elle nous parle comme si on avait une discussion ensemble. Elle raconte un peu ses histoires à elle, mais c'est beaucoup dans l'action, c'est beaucoup dans le oser faire des choses. C'est donc... Moi, ça m'a poussée à faire les vidéos parce que c'est quelque chose que je pensais depuis longtemps. Beaucoup de gens de ma famille me disaient, tu sais, ça serait fun que tu t'ouvres d'une manière ou d'une autre, puis que tu parles de ce que t'aimes, puis tout ça. Puis j'osais jamais parce que une des choses que j'ai à vivre dans cette vie-ci, c'est la peur du jugement, du jugement des autres, la peur de ce que les autres pensent. Et puis ce livre-là m'a aidé justement avec cette notion-là que quoi que tu fasses, les gens vont chialer, les gens vont rire de toi, les gens vont tout le temps avoir une opinion de toi. On s'en fout dessus, tu sais. Fait que, elle m'a beaucoup aidé à comme, ben justement, à embrasser mon côté badass, tu sais. Parce que j'ai du caractère. Je suis une personne qui ose dans la vie. Mais avec les années, avec mon cheminement, je me suis tranquillement pas vite effoirée sur moi-même parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait quelqu'un pour critiquer. À chaque fois que je disais quelque chose, il y avait quelqu'un pour critiquer. Et ma fameuse peur de déplaire a pris le dessus. Et c'est terminé, mes chers amis. C'est une écriture très spontanée, très humoristique. Des fois, c'est un peu exagéré, mais c'est correct. C'est comme un peu de jouer avec le lecteur. C'est une lecture qui est jeune aussi, veut pas. Beaucoup de jeunes qui lisent ce livre-là parce que des fois, les livres de développement personnel, c'est pas toujours accessible aux jeunes. J'ai l'impression que celui-là, il l'est vraiment. C'est pas un roman de genre, vient d'arriver une étape vraiment importante dans ta vie ou un drame ou quelque chose, puis là tu vas lire ça, puis ça va t'aider. Moi, j'ai lu dans une période où je savais juste pas quoi faire de ma peau, là. J'avais comme fini mes études, puis je me cherchais. Plus dans cette optique-là que j'ai lu ce livre-là, puis ça m'a vraiment éclairci les idées, ça a fait de la place pour des possibilités que j'avais jamais envisagées. Donc, c'est plus un livre de motivation qu'un livre de je vais vraiment mal, j'ai besoin de lire quelque chose pour me faire du bien. C'est pas nécessairement ça. Je trouve que justement, le livre a un beau propos sur l'ouverture de soi aux autres, le fait de s'accepter, d'accepter les autres. Ça, c'est mon chien qui ronfle. Si vous l'entendez, je suis tellement désolée. Dis-moi tes pogs. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, ça va encore couper. Que voulez-vous? Petit problème technique. Donc, je t'ai rendu où? Donc, selon moi, ce livre-là permet une autre perspective sur l'univers, sur ce qu'on fait ici, sur comment voir les épreuves de la vie, bref. Il n'y a pas une vingtaine d'idées nouvelles, disons, dans le livre, mais je crois que c'est souvent ça avec les livres de développement personnel. C'est rarement full mind-blowing, comme on dit. C'est juste que comment c'est écrit, des fois ça peut faire juste comme allumer sur quelque chose, faire comme ah ouais, j'avais jamais vu ça de même, ou ok, ouais, là je viens de comprendre, ou ça nous fait allumer sur certaines choses, puis je pense que c'est juste ça que ça prend, c'est juste de nous faire débloquer certaines croyances ou des limites qu'on se donne. C'est sûr que j'ai lu beaucoup de critiques sur le livre, mais je pense qu'il va toujours y avoir des gens un peu plus pessimistes qui vont toujours se dire
oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ou ça marche pas, ou c'est facile à dire, ou qui vont critiquer un livre de développement personnel, mais regarde, c'est pas censé faire la job pour toi non plus, c'est censé ouvrir ton horizon, de dire « Ah, ok, moi j'avais pas perçu ça comme ça, ah, merci ». De le faire avec une certaine humilité, une ouverture d'esprit, puis se dire que on peut toujours apprendre plus, on peut toujours se faire répéter des choses pour s'en souvenir. Et c'est pourquoi souvent les livres de développement personnel, on va le lire plusieurs fois. Parce qu'une première fois, on est dans un certain mode, une certaine pensée, puis quand on va le relire, ben on est dans un autre mode de pensée. Donc ça va faire qu'on va être plus ouvert à certaines idées. Donc, un livre arrive souvent à point où des fois, tu sais, on pense à quelque chose, puis on choisit un livre, puis c'est exactement de ça que ça traite. Souvent, c'est ça qui arrive dans la vie, là, avec les livres de développement personnel. Donc, ce sont mes 4 livres de développement personnel que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai préféré y aller un petit peu plus en profondeur qu'en nombre. De toute façon, j'ai pas une collection exhaustive de livres de développement de soi. Mais ce sont 4 livres qui m'ont aidé positivement et qui ont eu un impact sur ma perception. C'est sûr que je ne suis pas une personne qui est confrontée facilement à... Ben, oui, j'aime ça en fait être confrontée. J'aime être confrontée avec mes idées et j'en fais ma propre opinion. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire avec les livres de développement de soi. En prendre, en laisser, mais jamais prendre une idée pour acquise ou se dire ouais, ça c'est évidemment faux. C'est pas nécessairement faux. Puisque je lis pas nécessairement beaucoup de livres de développement personnel, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires quel livre de développement personnel vous a aidé à surmonter des épreuves ou à être plus positif, à voir la vie d'une façon différente. J'aimerais que vous commentiez sous la vidéo. Ça m'aiderait à découvrir des livres. Aussi, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, je fais de la musique, je parle de littérature et je planifie parler de d'autres trucs aussi. Vous me donnerez vos idées aussi en commentaire si jamais vous avez des choses que vous voulez que je parle. Ça serait pratique. Aussi, je vous invite à aimer la vidéo si vous avez apprécié mes recommandations, si vous êtes d'accord avec certains points ou si peut-être ça vous a appris des choses. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis merci beaucoup de votre soutien. C'est très apprécié. Et disons que c'est grâce aux livres de développement personnel que je suis là aujourd'hui à faire des vidéos, à sortir de ma zone de confort, à partager mes passions, mes idées, mes opinions. Donc, je vous dis à la prochaine, puis merci beaucoup. Au revoir!